William Vika, bonjour. Eric Guédénon, bonjour. Franck Arnaud, bonjour. Eric Gaba, bonjour. Écoutez, les trois groupes parlementaires qu'on a à l'Assemblée nationale actuellement sont allés voir Patrice Talon à tour de rôle pour discuter des questions liées aux amendements apportés au code électoral. Les démocrates, par exemple, qui sont sortis de la concertation, ont relativement satisfait de la séance. C'est une première, hein, Gaba? C'est une première, il faut dire simplement que c'est la démarche plutôt qui a enchanté les démocrates parce que ils l'ont dit d'ailleurs que c'est pour la première fois que réellement ils sont associés à une démarche qui est en train d'être, à un processus qui est en train d'être lancé. Mais l'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'ils sont totalement satisfaits? C'est le grand point d'interrogation parce que le chef de l'État aurait voulu avoir directement la position claire et précise des députés du groupe parlementaire Les Démocrates, mais ils l'ont dit clairement au chef de l'État qu'ils font partie d'un grand parti et qu'ils vont d'abord échanger avec la base, avec les responsables du parti, ce qui veut dire que jusqu'à présent, même s'ils apprécient la démarche, même s'ils apprécient les échanges, la qualité des échanges et les arguments avancés par le chef de l'État pour leur montrer l'importance de faire cette relecture du code électoral, il faut quand même qu'ils aillent consulter leurs collègues, leurs camarades du parti, les démocrates. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, ça va se faire, mais dans quelles conditions? C'est là que nous aurons à poser des questions. C'est vrai, c'est effectivement à ce niveau-là que le hic va se poser. Mais la démarche a été effectivement appréciée par les démocrates. Il n'y a pas eu de caméra, il n'y a pas eu de séquence vidéo pour nous faire rire et sourire. Il n'y a pas eu de cours entre le professeur et ses élèves bien assagis, les deux mains entre les gens pour suivre religieusement les explications et démonstrations du super intelligent professeur. Par contre, il n'y a pas eu de caméra, mais nous avons eu très vite les informations. J'aurais appris que les démocrates n'ont pas assez souri à cette rencontre. Ah oui, ça a échaudé, non? Voilà, ils n'ont pas assez souri, qu'ils ont pris leur disposition pour écouter, c'est vrai, religieusement, le président de la République, qui se sont gardés de sourire jusqu'à rire pour ne pas donner l'impression qu'il y a trop d'ouverture, pour qu'on en profite pour leur donner de nouvelles leçons. Pour les autres, par contre, je ne sais pas, ça doit être plus convivial qu'avec les démocrates. Mais dans l'ensemble, je pense que les gens, chacun y est allé de son explication, de son commentaire. Lorsque vous écoutez les démocrates, par exemple, ils se disent, voilà, quelqu'un qui visiblement est en train de voir, de constater ses faiblesses et qui est en train de revenir un peu à la raison. C'est ce qui se dit dans leur rang. Et donc, lorsqu'on l'écoute aujourd'hui, ils se disent, c'est trop tard pour eux qu'on les invite à des processus. Tout ce qu'on a pu faire jusque-là, il n'y a pas eu ces genres de concertation. C'est seulement maintenant qu'il y a eu un réveil, à leur avis, un peu tardif. Mais qu'à cela ne tienne, ils vont replier et ils iront voir leur parti, leur fêtière pour essayer de décider, de donner la réponse. Ils n'ont pas donné une réponse sur place au chef de l'État quant à la préoccupation de ce dernier. On va observer de près un peu l'attitude de chacun des groupes parlementaires à l'issue donc de ces consultations. D'abord, on va commencer toujours par les démocrates, puisque c'est les premiers qui ont commencé à parler. William, ils ont dit qu'il n'a jamais été question du code électoral, de la révision constitutionnelle. Justement, c'est selon les informations, Patrice Talon n'aurait pas parlé d'une révision constitutionnelle, même si il a maintes fois dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat, que c'est hors de question. Un des députés, les démocrates, dit que tellement il insistait que c'était devenu inquiétant, cette histoire de « je ne ferai pas un troisième mandat ». Quand vous écoutez Abdoulaye Gounou du bloc républicain, du groupe parlementaire bloc républicain, il parle du code électoral dans son avis sur les échanges. Il parle de consensus, que le chef de l'État a toujours été consensuel dans ses démarches. Avis que je ne partage pas. Ce que nous faisons là, nous l'aurions fait
en 2018 pour le tout premier code électoral et il n'y aurait pas eu les violences législatives de 2019, il n'y aurait pas eu on n'aurait pas sorti les armes les uns sur les autres au Bénin pour une première fois pour des questions électorales, ce que nous avons remis dans le passé depuis des années. Pareil en 2021, on aurait pu discuter, on aurait pu échanger. On a eu des simulacres de dialogue national, je l'appelle comme ça, hein, où les principales forces de l'opposition, ces mêmes forces qui ont participé à ces différents dialogues à cette époque-là, sont toujours dans l'échiquier politique aujourd'hui, mais on ne les invite pas parce qu'on sait ceux qui font réellement le poids. Je pense que parfois, c'est cette maxime qui dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, à raison des hommes politiques. Parfois, on décide de ne pas voir et après, on fait le messie, on joue le messie en décidant de voir. Ça, c'est une parenthèse. Et quand je ferme la parenthèse, je dis que quand vous écoutez le président et le membre du bloc républicain, Abdoulaye Gounou, il parle du code électoral, parle de mécanismes à revoir par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle sur le parrainage, mais après il parle de calendrier électoral et il dit la Constitution. J'ai relu son intervention 3-4 fois dans le journal Fraternité, je ne sais pas pourquoi le mot Constitution sort. Est-ce que c'est un lapsus ou avec BR et Bloc et Union Progressiste de Renouveau, peut-être le chef de l'État a parlé révision de la Constitution. Mais en gros, selon la communication qui est faite officiellement, on a parlé code électoral et on a parlé de dimension consensuelle. Et du côté de l'opposition, vous entendez les déclarations des hommes, des acteurs politiques. Le code électoral n'est pas une affaire de 3 partis politiques. Le code électoral a besoin, après toutes les crispations qu'elle a créées, de regrouper l'ensemble de la classe politique, des avis. Vous entendez Nourenou Achade qui dit que 2026 est si près, mais encore si loin, et donc qu'il faut prendre le temps des réformes. Moi, je pense que pour une fois, nous sommes devant l'histoire, et il faut tellement de responsabilités pour savoir ce qui nous On verra bien la démarche. Analysons les versions sur le terrain. Vous avez commencé à parler déjà du BR. Les démocrates aussi qui ont donné leur version. On a l'impression qu'il y a eu, pour les rencontres, les défilés, il y a eu 2 menus différents. Éric Guédénon, quand je suis un peu... Abdoulaye Gounou, par exemple, sur Fraternité FM, qui parle quand même de modification de dispositions transitoires au niveau de la Constitution, qui parle, je dois dire, de l'organisation de la succession des élections, etc., du calendrier électoral, etc. J'ai l'impression qu'avec les démocrates, on a parlé de code électoral, mais qu'avec les autres, on a parlé de révision de la Constitution. Non, je pense que nous parlons de l'avis d'un élu. Est-ce qu'à l'ordre du jour, c'était effectivement ça? Autrement, les députés de l'opposition l'auraient souligné. Moi, je note, en dehors du sujet principal, enfin, qui est le code électoral, je note 2 certitudes, et ceci de la bouche des députés de l'opposition. La première, c'est qu'il était essentiellement question du code électoral et non pas de la révision de la Constitution. Et donc, ils ont à nouveau confirmé que le chef de l'État n'est pas dans un débat de révision de la Constitution. C'est tellement qu'il les a convaincus à ce sujet. Ils l'ont suffisamment fait savoir dans leur conférence de presse, mais aussi qu'il n'est plus candidat à rien. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que les députés de l'opposition portent désormais plus ces 2 certitudes à l'intention de l'opinion que même les députés de la mouvance. C'est à croire qu'ils communiquent déjà même pour Patrice Talon sans le savoir. Vous savez, quand jusqu'à cette rencontre, on parlait de l'éventualité d'une révision au niveau de l'opinion, on se disait « Ah mais ça peut être possible » et tout ça. Maintenant que c'est l'opposition même qui le dit et qui rassure de ce que cet agenda n'est véritablement pas à l'ordre du jour, et qui ajoute qu'à cette rencontre, Patrice Talon leur a à nouveau confirmé sa volonté et son désir de partir en 2026. Jusqu'à avant cette rencontre, au niveau de l'opinion, on avait encore des doutes, en tout cas du côté de l'opposition, on avait encore des doutes sur son départ. On parlait déjà encore de 3e mandat. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui, certainement, après avoir été convaincue par le chef de l'État, devient chantre du dernier mandat du chef de l'État. On a vu un peu... Dans l'un ou l'autre des cas, les députés de l'opposition, en tout cas,
contrairement à la rencontre au palais avec le chef de l'État, cette fois-ci, je pense que tout s'est bien passé pour eux. Ils ont été au palais, ils ont écouté et puis ils ont promis faire un retour. Mais là, je pense que c'est une fuite en avant parce que n'oublions pas que la Cour a déjà rendu une décision et donc qu'il pleut ou qu'il neige, cette loi sera retouchée. Allez, qu'est-ce qui a changé depuis le lundi à l'ambiance politique, à l'atmosphère politique, aux prévisions politiques, aux jeux politiques, Franck? Rien, absolument rien. Moi, j'attends simplement cette session-là qui va consacrer en tout cas la relecture du code électoral pour faire le double ajustement tel que brandi par les membres de la mouvance, les députés de la mouvance, tel qu'ils le disent, et pour voir si véritablement quelque chose a changé. Déjà, les démocrates qui ont dit nous ne pouvons donner aucune proposition sur place, nous devons retourner voir nos chefs, les chefs de nos partis pour en décider. Nous allons en discuter au niveau de notre parti. Au niveau de la mouvance, c'est clair que les conditions ont été passées, ce n'est pas la même chose au niveau des démocrates. Donc nous allons voir quel visage ça va présenter au niveau du Parlement lorsqu'on va mettre ce débat-là sur la table. Mais pour le moment, ce que l'on sait, c'est que chacun est en train de donner ses arguments. D'un côté, les mouvanciers qui essaient de défendre la bonne foi du chef de l'État, on vous l'avait dit, il n'était pas question d'une quelconque révision, il vous l'a martelé, il vous a fait une certaine ouverture, et on a parlé du code électoral, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire pour éviter la situation d'après les législatives de 2019, et de l'autre côté, les démocrates également, qui ont profité pour dire qu'ils ont rappelé, insisté sur le fait que révision, il n'en est pas du tout question. Et j'ai pu écouter Abibou Rukubu qui a dit que le chef de l'État a tellement insisté sur son désir de parti que c'était devenu pour eux suspect. Parce que pour lui, les textes sont déjà consacrés cela, les textes sont déjà dit clairement qu'il ne sera plus, il ne peut plus être candidat. Mais pourquoi eux-mêmes insister quand ils savaient que les tests l'avaient prévu? Oui, ils savaient que les tests ont prévu, mais ils continuent de soupçonner l'autre. Un petit changement qui, à mon sens, n'est pas rien, même peut-être au plan symbolique, William l'a remarqué. On aurait pu avoir de pareilles rencontres en 2018, n'est-ce pas, pour nous éloigner des crises que nous avions connues. Peut-être que maintenant qu'on l'a tenu, cela peut nous rassurer de ce que pour les élections générales, nous irons vers ces élections de façon plus apaisée, d'autant plus que les acteurs se rencontrent déjà et puis échangent. Et si, à l'arrivée, les trois groupes parlementaires se mettaient véritablement d'accord pour toiletter le code électoral, chacun pourra intégrer les éléments qu'il souhaite, n'est-ce pas, conformément à ses projets politiques, pour que, à l'arrivée en 2026, il n'y a pas de soupçon de ceci ou de cela, et puis chacun puisse véritablement se ranger. Et donc, dans l'opinion, il y a quand même le sentiment de ce qu'au plan politique, les esprits surchauffés hier se sont certainement retrouvés aujourd'hui avec de façon un peu plus calme pour discuter sereinement. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez bien fait d'attirer l'attention sur un aspect très important tout à l'heure. C'est comme s'il y avait deux différents menus concoctés pour les différents groupes parlementaires qui ont été rencontrés. Ça aurait été encore plus intéressant pour cette démarche consensuelle que tous les groupes parlementaires soient vus au même moment, soient ensemble. On a eu comme l'impression qu'il y a eu des menus qui étaient concoctés selon les affinités vis-à-vis du pouvoir. Mais l'autre aspect aussi encore, c'est de voir encore, parce que vous avez vu déjà dans les échanges, on sent que certains sont beaucoup plus au fait de la révision, d'une éventuelle révision ou non de la condition que d'autres. Et l'autre aspect, c'est que quand vous entendez les démocrates qui disent clairement que ce soit, quand on parle de la révision de la Constitution, nous, démocrates, nous sommes farouchement contre et ça n'aura pas lieu. Pourtant, vous savez très bien que, d'une manière ou d'une autre, le président de la République a dit et il a répété qu'il ne sera pas candidat. Et là, dans une certaine mesure, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est la bonne foi du chef de l'État qui a mise en cause ou est-ce que nous nous sommes retrouvés dans un schéma où il y a conflit d'intérêts entre les différents groupes parlementaires d'une part et entre le Parlement et l'exécutif d'autre part? William? C'est Georges Clemenceau qui dit que la guerre ou la sécurité en général est une chose trop sérieuse
est trop grave pour être confié seulement à des gens qui ont les armes en main. C'est ce que je pense du code électoral. C'est l'expression de notre messe de la démocratie. Je pense que c'est une chose trop sérieuse pour être remise à 3 groupes parlementaires ou à 3 formations politiques. C'est les principaux acteurs concernés directement par l'affaire. Quand on parle d'élection, c'est le parti politique. Nous sommes les premiers concernés parce que nous sommes le peuple souverain. C'est le peuple souverain qui investit par démocratie représentative. Le peuple souverain a délégué ses représentants. Justement, mais nous savons, pour les 2 codes électoraux récents, c'est-à-dire celui de 2018 et en plus celui à l'avènement de la révision constitutionnelle, celui qui a succédé en novembre 2019, nous connaissons les conséquences du point de vue. Les politiques, combien ont perdu la vie, combien sont devenus invalides parmi les politiques mandataires ou dépositaires du pouvoir qu'on leur a confié par légitimité démocratique. Ce sont les populations qui relèvent du peuple souverain. Donc je pense que la société civile depuis 2019 a fait un travail remarquable en matière de monitoring de la réalité de l'application du code électoral. Les observateurs internationaux, des organisations sous-régionales et d'intégration sous-régionale. La Sénat. La Sénat elle-même, qui est la cheville ouvrière, c'est la Sénat qui applique la loi. Elle est devenue, on dit, je ne sais pas s'il y a féminin de législateur, mais la Sénat, à un moment donné, légiférait, à un moment donné, parce que la loi s'était tue, et interprétait le code électoral à sa façon, réunissait les politiques qui eux-mêmes, et leur expliquaient le code électoral. Je pense qu'il faut qu'on commence par un séminaire parlementaire peut-être, qu'on regroupe des acteurs concernés, qu'on invite les sachants. Dans ce pays, il y en a qui connaissent la question des élections, il y a des expertises à propos, et dans l'expérimentation de ce code électoral, beaucoup connaissent la plateforme de la société civile, les experts, même les partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Je pense qu'une seule formation politique régulièrement enregistrée au Bénin aujourd'hui nous doit être écartée de ce débat, de sorte à ce que, à la fin, nous puissions techniquement nous situer, politiquement nous situer, parce que quelqu'un a dit que le droit est le porte-parole fidèle des décisions politiques, que des décisions politiques et du consensus rejaillissent. Un code électoral qui fera certes pas l'unanimité, mais qui montre d'un point de vue consensuel que nous avons fermé la page des violences. Que nous avons avancé un peu. Oui, mais est-ce que cette formule ne va pas nous prendre beaucoup de temps? N'oubliez pas la loi. N'oubliez pas la loi qui nous impose dans l'espace UEMOA d'avoir à ne plus toucher à nos codes ou à nos lois électorales 6 mois. Alors, vous parlez du protocole de la CEDEAO. Ah oui, des élections. Moi, je pense que ce que dit William ne manque pas de pertinence, mais il y a un point qui me laisse un peu perplexe lorsque vous évoquez la question de la représentativité. Vous savez, tout ce qui se fait là est prévu par les textes également. Et vous allez souffrir qu'on dise que les députés qui sont à l'Assemblée nationale représentent le peuple. Il y a la voie parlementaire, il y a également la voie référendaire. Et si on choisit d'aller par la voie parlementaire, moi je pense que c'est aux députés d'en décider. Qu'ils soient 109 ou 83 par le passé, ils représentent tout le peuple. Et vous n'avez pas, quand on dit aujourd'hui un député, le député représente peut-être les 13 millions de Béninois que nous sommes, et autant qu'ils sont, ils portent la voix du peuple. Donc on doit souffrir que parfois qu'on leur confie le rôle de représentants. Ce sont les représentants du peuple, ce sont nos textes qui l'ont décidé. Donc lorsqu'on s'entend sur ce point, moi je pense que William doit pouvoir se calmer. C'est vrai, nous sommes le peuple souverain. Et nous sommes le peuple souverain, nous sommes le peuple souverain, nous avons exprimé notre souveraineté à partir du moment où on nous a permis d'aller voter et de choisir ces députés-là qui sont au Parlement. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, il faut qu'on se dise quelque chose et qu'on soit clair là-dessus. C'est vrai que les députés représentent le peuple, mais ils ne sont pas détenteurs de la science infuse. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que c'est un débat assez sensible, un débat qui nécessite le consensus. Et quand on parle de consensus, c'est qu'il ne faut pas s'agripper juste aux politiques. C'est ça le plus important. Il y a des juristes de haut rang, il y a la société civile qui est là, il y a beaucoup d'autres partis qui peuvent également opiner et faire des propositions concrètes, sérieuses et assez importantes
importante. Et maintenant, quand on parle, il faut aller vite, c'est d'accord, mais pourquoi aller vite, se retrouver dans le débat et revenir sur cette part. Pourquoi aller vite, se retrouver dans le débat et revenir chaque fois corriger le même code, et pourquoi ne pas le corriger une fois pour toutes, prendre le temps qu'il faut et le corriger comme cela se doit pour effectivement avancer une fois pour de bon. Moi je pense que c'est mieux de faire le bon pas plutôt que de faire de petits pas et revenir chaque fois faire 2 pas en arrière. Donc la meilleure stratégie, c'est de réunir tous les génies autour de toutes les intelligences autour de ce test et voir les lacunes. Parce qu'une chose est claire, tout le monde est conscient du fait qu'il y a des lacunes, que ce code comporte des lacunes. Donc, réunir toutes les intelligences nécessaires autour de ce test pour pouvoir corriger ce qu'il faut afin de faire un pas de façon sûre et précise. Est-ce qu'on a vraiment évacué la question de la révision de la Constitution et la question d'un éventuel 3e mandat de Patrice Talon au terme de ces échanges, William? Difficile de le dire parce que les différents points des chapelles politiques divergents sont-ils déjà? Les points de convergence, certes, mais ont des spécificités qui nous échappent, des subtilités qui, ma foi, nous échappent, et là-dessus, ce spectre n'est pas levé. Et je crois que, d'une manière ou d'une autre, le débat sur le code électoral va occuper l'opinion le temps que les choses se reprécisent sur la révision de la Constitution. Ça, j'y crois fermement parce que les ballons d'essai, nous y sommes habitués, et parfois, ça permet de prendre le pouls, de s'assurer de la température ambiante et de décider plus tard. Mais tant que nous sommes là, tant que nous avons la possibilité d'opiner à propos, moi, je pense que nous n'oublierons jamais certains aspects. Vous savez, quand on parle, par exemple, quand vous parlez du 3e mandat ou de révision de la Constitution, moi, je pense qu'en l'État, les textes sont clairs. Maintenant, si la volonté de retoucher au texte est toujours d'actualité, nous ne savons pas ce qui adviendrait demain matin ou après-demain. Maintenant, quand vous parlez du calendrier, nous avons le droit d'être suspicieux en raison des 6 dernières années, des événements qui se sont déroulés et de l'anxiété, de l'adrénaline qui monte dans le cœur des Béninois toutes les fois que nous approchons des échéances électorales. C'est d'une époque qui est révolue depuis 90. Je sais pas, mais je ne l'ai pas vécu selon ce qu'on raconte. Mais attendez, les gens ont fermé cette page à un moment donné de notre histoire. Il faut que nous puissions revenir aux messes de la démocratie. Et j'en aurais fini sur la question du calendrier. Nous avons 2 ans devant nous théoriquement. En 2 ans, nous pouvons faire beaucoup de choses parce que on a révisé la Constitution en procédure d'urgence ici. Donc, il faut voir toutes les étapes qu'on a observées tout le temps. Je n'oublie pas les échecs, les tentatives, etc. Oui, mais quand même, ça a dépassé. Quand on a levé le verrou du Parlement à une couleur unique, ça n'a pas tardé. Donc je pense que si on y va très tôt, on peut le faire. Même du point de vue légistique, du point de vue technique, le code électoral là et certaines lois souffrent de certaines carences. Si on s'accorde que l'anxiété monte, l'adrénaline monte suffisamment à l'approche des élections, moi je pense que c'est le moment de faire ce débat-là et de poser sur la table des députés le code électoral, de toiletter comme cela se doit. La question, mais la question de la révision de la Constitution est loin d'être évacuée, à mon avis, parce que c'est lorsqu'on le président va prendre le maillet au niveau du Parlement, il va le taper pour dire nous avons fini de toiletter totalement le code électoral, que moi je serai rassuré que la question n'est pas survenue. Au cours des débats, au cours des différentes en tout cas discussions pour toiletter le code électoral, il peut même arriver que l'on qu'il s'achoppe encore sur un point qui va demander qu'on aille voir peut-être au niveau de la Constitution s'il n'y a pas, est-ce que les dispositions... Non, est-ce qu'on a besoin de faire cette démarche? On a déjà une Constitution, aussi vilaine ou aussi parfaite qu'elle soit, c'est quand même une Constitution qui a établi des règles. C'est à la loi maintenant de se conformer à la Constitution. Si on a des dispositions fixées déjà par la Constitution, on ne va pas, au nom d'une loi, aller modifier la Constitution. Ce serait une mauvaise démarche. Non, mais si vous voulez arrimer cette disposition-là, même les articles cités aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, qu'on doit revoir pour essayer de les ajuster, si vous les lisez et que ça ne cadre pas bien, on peut toujours demander que l'on aille l'alinéa 6 de l'article 142 du Code électoral et le conformer à l'article 49 de la Constitution ne nécessite pas de retoucher la Constitution. J'ai pas dit tout de go que cela. Je dis au cours des discussions, il peut arriver que l'on soit dans ce cas-là. Et c'est pourquoi j'insiste, je dis que c'est lorsque le président va taper le maillet sur la table pour dire nous avons fini de un peu comme on dit
a son dit... projet de législature. La révision de la Constitution, c'est son projet de législature. N'attendez pas de Louis Vlavonou une huis clos ou une porte close sur la question de la révision de la Constitution. Jusqu'à ce que cette mandature s'en aille, je pense que ce sera un serpent de mer. Mais ce n'est pas de la décision de Louis Vlavonou seul. Oui, il y a les deux groupes parlementaires de la mouvance. Il y a également les démocrates qui ont leur mot à dire. Patrice Talon a dit qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Les démocrates sont venus nous dire aussi que... Oui, les démocrates sont venus nous dire aussi qu'il n'a jamais parlé de révision de la Constitution lors de leurs échanges. On suppose alors que les deux sujets sont fermés. On peut avancer, non? Je ne suppose pas. Pour moi, c'est que les sujets, enfin, ces deux sujets sont vidés. Parce que les démocrates ont véritablement cité le chef de l'État sur ces deux questions. Voilà, ce n'est pas son agenda et il ne souhaite pas non plus modifier la Constitution pour un troisième mandat. Donc, c'était un peu l'inquiétude, les soupçons qu'on avait dans l'opinion jusqu'à cette rencontre. Maintenant que les députés de l'opposition eux-mêmes se sont fait une idée sur la question et puis communiquent véritablement sur ça. Et donc, je pense qu'on n'a plus de raisons d'avoir encore de doutes. Maintenant, si à l'arrivée, on nous ramenait encore ces deux sujets sur la place, j'attends de voir vraiment les arguments. Mais je pense que on peut croire déjà la parole du chef de l'État qui, justement, sur ces deux sujets, essaye de nous éloigner d'une révision et justement de la possibilité d'un troisième mandat. Alors, sur la question de la représentativité des députés, on est d'accord. Vous savez, la 8e législature, ils représentaient le peuple, mais pourtant, c'est une législature qui a laissé dans nos souvenirs. Une légitimité remise en cause par toutes les écoles du monde. Toutes les fois toutes les écoles du monde. Même la mouvance présidentielle s'accorde qu'en démocratie, un parlement n'est pas monocolore, un parlement n'a pas une seule couleur. Et Eric, c'est pas le discours du chef de l'État. C'est à quoi qui s'attendait pas que le chef de l'État dit aujourd'hui qu'il ne veut pas faire un troisième mandat, a dit dans son discours d'investiture de premier mandat qu'il fera de son mandat unique plein de choses. Et donc, c'est une législature qui a quand même laissé dans notre souvenir des lois que nous écrivons aujourd'hui. Donc, je pense que, enfin, on va continuer par observer les parlementaires. Les acteurs, de toute façon, nous on est là pour commenter leurs actions et leurs propos. Moi, je pense que ce n'était ni pour discuter du code électoral, ni pour réaffirmer sa bonne foi. C'était pourquoi? C'était pour regarder... Moi, je pense que Talon a passé, il voulait passer un message, il voulait... je ne sais pas, il voulait communiquer autrement. Comment? Je pense, les jours à venir nous le diront. Vous l'avez vu, le jour là? Non, moi, on regarde à la lumière de ce que... Ah d'accord. À la lumière de ce que... les indications À la lumière de ce que... C'est qu'il a accès à des cercles. Bravo Franck. Continuez donc à nous souffler des... Oui, pourquoi pas. Il faut des détails. Sinon, j'avoue que moi, je ne connais pas... Je ne sais pas quelle est l'ambiance qui a prévalu là-bas. Et quand je regarde la tête de ceux qui sortent et qui parlent, et quand je vois un peu de ceux dont ils parlent, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment vidé tous les sujets. Et que les jours qui arrivent vont nous dire certaines choses, que les positions vont davantage se radicaliser. Mais surtout qu'on avait l'impression de partir du Parlement pour faire beaucoup de réaménagements à la va-vite, comme on en a l'habitude. Bon. En tout cas, on va observer les jours, voir ce que ça va donner. Ça vous dit, les retraites forcées? Beaucoup. Ça me dit beaucoup. Nous-mêmes, on prend une retraite, non? Qui va nous imposer notre retraite? Mais il n'y a pas de décret pour vos allocations, vous. Donc, vous allez... On peut aller se reposer. Vous allez quitte à supporter notre galère. Mais Franck, désormais, il y a des sous-officiers qui se sont réveillés, qui ont dormi en service et qui se sont réveillés à la retraite. Oui, j'ai pu lire un peu tout ce qui a été écrit autour. J'ai lu également la liste de ceux qui sont sommés d'aller à la retraite forcée. J'ai des amis à l'intérieur de cette liste-là que je n'ai pas encore appelé pour le moment. Mais moi, je pense que c'est... Je ne sais vraiment pas ce qui guide cette... Pourquoi vous ne l'avez pas appelé? C'est quoi? Vous n'avez pas d'unité? Je vais les appeler, je vais le faire pour comprendre mieux ce qu'il en est. Mais je ne sais pas ce qui véritablement guide cette décision. Pour moi, je ne sais pas ce qui... Vous cherchez encore. Parce qu'au même moment, on nous dit que le ratio policier-population n'est pas encore atteint. Très très faible. Et on met à la retraite
officiers ou sous-officiers, je ne sais Oui, mais pas. c'est des messieurs avec beaucoup de médailles, beaucoup de cordes au cou et qui sont à la direction, qui sont dans les administrations, qui ne sont pas sur le terrain pour assurer la sécurité, non? Non, on ne peut pas analyser la question dans ce sens-là. Ceux qui sont là, ils ont certainement un rôle à jouer. Quand on les recrutait, c'était pour des besoins, c'était pour une cause. Maintenant, tout subitement, on ne peut pas dire, écoutez, maintenant, ils sont tous restés au bureau. Oui, mais on avait des généraux, on avait des colonels qui, ma foi, n'allaient même plus au service ou dont le niveau, le grade était tellement haut que, bon, il fallait les mettre quelque part afin de permettre aux jeunes d'avoir la main et de diriger, William. Dans ce cas, il faut les envoyer à la retraite pour permettre aux jeunes de continuer à travailler, non? Mon analyse est dans deux sens sur ce sujet. Togo, 315 agents de police, 17 des eaux et forêts, et il y a encore des paramilitaires à la douane, 30 au niveau de la douane. Pour moi, ça interpelle. Les chiffres sont grands. Pendant que nous avons une pénurie, pendant que nous avons des défis sécuritaires à relever, pendant que nous avons beaucoup de problèmes à l'intérieur de notre pays. Côté social, voyez ce que ça crée pour des gens de ce grade. Et quand, lisez, hein, ce sont des sous-officiers, quelquefois, mais beaucoup d'officiers et même des officiers supérieurs par endroit, comme à la police par exemple, des contrôleurs généraux de police. Vous voyez, des grades extrêmement élevés, ce que cela a comme incidence. Et quand je me surprends que c'est d'une loi qui a été votée en mi-2023 pour... en juillet 2023 pour certaines lois et en 2020 pour d'autres, portant sur le statut spécial de ces différents corps, et qu'un décret d'application parlant des modalités d'allocation qui leur reviennent n'a été pris que le 9 janvier dernier, et que déjà janvier ne finit pas et qu'on envoie des gens à la retraite, c'est un peu comme si on avait besoin de faire une purge. Maintenant, de l'autre côté, je sais que dans le corps des agents en uniforme, il y a que les grades, l'effectif de ceux qui y accèdent et ceux qui y restent relève de la volonté politique. Quand ça devient trop coûteux à l'État ou quand ça devient un peu trop de charge et de responsabilité à l'État, je crois que la législation en vigueur donne la possibilité aux différents gouvernants, notamment le chef de l'État qui est le chef suprême des armées, de réguler. Maintenant, quand c'est de cette façon que c'est fait et que surtout l'incidence du point de vue social et l'impact sécuritaire est si fort, je doute énormément. Je crois que dans les jours à venir, il faut que les autorités de la police républicaine et des différents corps sortent pour nous expliquer davantage. Absolument, et c'est ce que nous attendons véritablement, parce qu'il y a forcément une logique derrière. C'est motivé forcément par, comme on dit, des éléments d'appréciation qui ont amené l'hierarchie à prendre de ces décisions. William l'a évoqué, je sais qu'il y a une disposition qui permet justement, surtout du côté de la douane, de pouvoir mener une telle opération, surtout pour des agents qui ont déjà plus de 20 ans d'expérience. Donc c'est encadré, c'est légal. Vous savez, c'est une décision qu'il faut analyser avec beaucoup de sensibilité, parce que déjà, le premier aspect, c'est que il faut dire que ça répond aux tests en vigueur dans notre pays, dans une certaine mesure, parce qu'il y a les tests qui disent que déjà, pour aller à la retraite, il y a un certain âge que tout le monde connaît, mais il y a l'article 167 de la loi 2020-16 du 3 juillet 2020 qui porte un statut spécial des personnels de la police républicaine qui autorise bel et bien de telles retraites, en précisant, nonobstant les limites d'âge fixées à l'article 166 de la présente loi, tout fonctionnaire de police peut exceptionnellement être mis à la retraite d'office après 20 ans d'années de service. Je pense que c'est vrai que le test est là, mais il faut essayer de voir le côté social et le côté sécuritaire de la chose. Pourquoi je dis social et sécuritaire ? Tanguy l'a dit tantôt, des fonctionnaires qui ont dormi la veille, fonctionnaires qui sont retrouvés le lendemain retraités. En un mot, après 20 ans de service ou après 15 ans de service, sinon ceux qui ont terminé les 15 ans révolus se retrouvent aujourd'hui à la retraite dans une certaine mesure. Ils sont des policiers ils sont des officiers pour la plupart, des sous-officiers pour la plupart. Ces gens étaient déployés dans des commissariats ou dans des structures importantes.
et qui connaissaient très bien le système sécuritaire du pays. Du jour au lendemain, on les fait partie sous prétexte qu'on parle de retraite anticipée, et dans la même mesure, on dit qu'il y a des jeunes qui viennent pour pouvoir les remplacer dans une certaine mesure. Pourquoi d'abord ne pas déployer ceux-là qui ont été formés et à grands frais d'État et qui continuent d'être payés aux frais de l'État? Pourquoi ne pas les utiliser? Mais les charges salariales. J'en viens aux charges salariales. Les charges salariales, j'en viens aux charges salariales. Là encore, je ne suis même pas encore au niveau des charges salariales. Je parle pour l'instant du dispositif sécuritaire d'abord. Là, déjà, nous avons ces jeunes qui viennent des inexpérimentés de terrain et qui viennent subitement, on les fait remplacer par des anciens qui maîtrisaient tout le système sécuritaire. Nous parlons de plus de 300 policiers. Là, c'est un peu sensible. Il faut qu'on fasse un peu attention à ce que nous sommes en train de faire. Et j'apprends dans les coulisses que la liste n'est pas encore exhaustive. J'apprends dans les coulisses que la liste n'est pas encore exhaustive. Non, même à la police, il paraît qu'il en reste encore parce que il y aurait jusque là, je parle, je dis le conditionnel, il y aurait encore jusqu'à 500 personnes, il y aurait encore jusqu'à 200 personnes qui vont s'ajouter aux 5 qui vont s'ajouter parce que l'effectif serait en train d'avoisiner les 500. En tout cas, cette actualité va évoluer. Mais l'autre aspect qu'il faut surtout voir, ça fait 5 minutes. Quand on parle de retraite forcée, c'est vrai que les réajustements financiers peuvent être servis comme justificatifs. Mais dans le même temps, on fait des recrutements massifs. Et on envoie d'autres à la retraite dans le même temps. Vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que entre-temps, on n'est pas toujours en train d'assister à une guéguerre de l'ancienne police nationale et la ancienne gendarmerie nationale? Posons des questions. Moi, je me rends compte que les autorités béninoises ont un incroyable talent. D'abord, notre régime, il y a eu assez de... On a distribué assez de grades, on a eu beaucoup de généraux, on a eu beaucoup d'inspecteurs, beaucoup sont devenus et sont montés en grade du jour au lendemain. Ils sont réveillés, et ils ont dormi la veille sous-officiers, le lendemain ils sont devenus officiers. Aujourd'hui, ils ont dormi en service et le lendemain ils sont mis à la retraite forcée. Moi, je me rends compte que à chaque régime ses particularités. Mais je voudrais me questionner sur la solidité de ces lois. Parce que nous avons vu des décisions qui ont été prises, des gens qui ont été radiés. Après, ils ont été réintégrés dans le corps. On a vu des décisions qui ont été prises après. On a remis en cause. Est-ce qu'on a porté suffisamment les gants lorsque nous agissons ici? Moi, c'est toute ma préoccupation. Maintenant, sur la question, fait partie des anciens comme ça, pendant qu'on est en train de recruter des jeunes. J'ai vu récemment, quand je me rendais à Parakou, des jeunes qui ont été postés, qui sont sortis nouvellement, qui ont été postés le long de la route Parakou et Cotonou, qui certainement sont toujours dans leur formation, qui étaient seuls quelque part dans un vide. Moi, je me dis, ceux-là ont besoin d'être coachés. Ils ont besoin de connaître les secrets. Mais ce n'est pas tous les officiers qu'on a envoyés à la retraite. Ce n'est pas tous les sous-officiers qu'on a envoyés à la retraite. Les jeunes auront forcément des cadres. Je propose qu'on revienne là-dessus demain, parce que le temps il est vraiment parti complètement. Il y en avait qui étaient trop mouillés pour demeurer, dont il fallait se débarrasser un peu pour avoir... Ah, d'accord. Et certains se sont retrouvés... Il en est dans le secret des dieux. Comme Franck, en fait. Merci beaucoup, chers messieurs. Demain, on en reparle. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous allez suivre tout de suite la rubrique « Ce que je ne comprends pas » de ce mercredi. Allez, on est allé interroger les femmes du quartier Ménotin. C'est quelque part derrière Canal 3 à Bénin. Si vous connaissez le siège national du groupe de presse Fraternité, qui exprime d'ailleurs leur impatience par rapport à la mise en service de nouveaux marchés construits par le gouvernement. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Nous-mêmes aussi, on ne comprend pas. Voici ce que je ne comprends pas.